Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'être si nombreux pour débattre de ce sujet. Je remercie également donc, nos deux invités, Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC du groupe Orange, et Caroline Son, membre du collectif Green IT et spécialiste du numérique responsable. Euh, je vais d'abord introduire rapidement le sujet en quelques minutes et ensuite je laisserai la parole à nos deux invités. Et puis nous passerons à une grosse heure de questions-réponses sans filtre. Et vous pourrez bien sûr prendre la parole. Alors pour débuter, la 5G désigne la cinquième génération de standards de téléphonie mobile qui succède à la 4G qu'on utilise actuellement. D'un point de vue de la technologie, la 5G permet de réduire le temps de latence et d'augmenter le nombre d'appareils numériques connectés en même temps. Elle est également une technologie plus fiable que la 4G. Et selon un certain nombre de spécialistes, c'est une avancée technologique majeure et nécessaire d'un point de vue économique, d'un point de vue de la souveraineté de la France également. L'arrivée de la 5G en France a connu, était très attendue depuis des années, notamment par le secteur des entreprises, et a connu un vif débat qu'on avait rarement connu pour des avancées numériques, téléphoniques précédentes, notamment durant ces derniers mois. Certains promettent des voitures autonomes, la médecine à distance, une gestion des déchets également et de la circulation dans les villes gérée par une intelligence artificielle beaucoup plus puissante. On parle du modèle des smart cities ultra connectés. On parle également de l'Internet des objets pour connecter ensemble tous nos objets numériques du quotidien. D'un autre côté, on a des critiques sur ce sujet également. La 5G est vue comme un modèle irréaliste, voire complètement dystopique par certains. Et il dénonce une technologie qui serait une énième innovation d'un monde qui n'a pas compris l'urgence climatique, qui souhaite aller toujours plus vite à un moment donné où il faudrait plutôt ralentir. La question a même divisé donc la classe politique. D'un côté, le président de la République a dénoncé les Amish rétifs au progrès, qui seraient contre la 5G et donc contre l'avancée technologique. Et d'un autre côté, des parlementaires de gauche, des maires écologistes, la Convention citoyenne pour le climat a réclamé un moratoire sur le sujet avant de prendre la décision. La 5G a également été le réceptacle de nombreuses controverses, de nombreux complots. Certains s'inquiètent pour les risques pour la santé, d'autres pour la biodiversité. On pourra revenir donc sur l'état actuel de la science sur le sujet. Et enfin, comment ne pas citer la controverse Huawei, leader du déploiement de la 5G dans le monde, honni des États-Unis, banni aux États-Unis et par de nombreux alliés occidentaux des États-Unis qui redoutent un espionnage technologique de la Chine. Donc pour finir, j'aimerais vous poser cette question pour introduire le débat. Est-ce que la 5G vous semble être la voie du progrès? Avant de vous laisser la parole, je tiens à rappeler les règles pour que le débat se déroule dans les meilleures conditions. Comme nous allons être assez nombreux, je vous demanderai aux participants, lorsqu'ils ne parlent pas, de bien vouloir garder leur micro fermé. Pour rendre le débat plus digeste, comme on a reçu beaucoup de questions, on va thématiser nos échanges en trois parties. D'abord sur la technologie en elle-même, ensuite sur les opportunités économiques que la 5G peut offrir et enfin sur l'aspect environnemental et de la santé. À la suite de la présentation de nos invités, qui vont prendre la parole 10 minutes chacun, en commençant par Caroline Son, je vais vous laisser poser vos questions. Si vous voulez prendre la parole, vous la demandez dans le chat ou vous posez directement votre question. On pourra la poser pour vous si vous n'osez pas prendre la parole. Bien entendu, il n'y a aucun filtre, donc vous posez toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vais vous laisser la parole, Caroline Son, pour commencer. Ok. Bonjour à tous. Moi, je représente un collectif d'experts indépendants et apolitiques, qui est donc greenIT.fr, qui a été créé en 2004 par Frédéric Bordage et qui rassemble toute cette communauté d'experts sur le numérique responsable de greenIT. Donc, a fait émerger justement et structurer toutes ces dynamiques de sobriété numérique et de numérique responsable. On a réalisé un certain nombre d'études environnementales sur l'empreinte du numérique dans le monde en 2019 et de l'empreinte du numérique en France en juin 2020. Et donc, ressort en fait de toutes nos études et puis des 15 ans d'expérience que du coup, en termes de, pour vous donner les derniers chiffres,
Donc, en termes d'impact, donc le numérique, on en parlera aussi sur la partie environnement, c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. En France, on est même à 5,2%. On a beaucoup plus d'équipements que dans le reste du monde. Et quand on fait ces quantifications environnementales, en fait, on analyse ce qu'on appelle en mode analyse de cycle de vie, ACV. C'est-à-dire qu'on regarde l'impact depuis la fabrication, transport, extraction des métaux, fabrication et usage. C'est vrai qu'en France, même si on a une énergie très décarbonée, en fait, si on prend l'ensemble du cycle de vie, comme tout est réalisé en Asie ou dans d'autres pays, on a un impact gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie important, non négligeable. Voilà, donc on a la partie climat que vous connaissez sûrement bien par rapport au gaz à effet de serre, on entend beaucoup parler. Sur la partie numérique, un autre point aussi qui est important à mentionner, c'est le besoin en métaux nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de 60 dans le monde et de 80% en France des impacts environnementaux qui concernent la fabrication. C'est-à-dire qu'au moment même où vous achetez votre équipement, que ce soit pour les data centers, les réseaux ou un équipement personnel ou entreprise, on a déjà réalisé les 80% de l'impact environnemental. La même chose que lorsque vous achetez votre voiture électrique. Vous avez déjà, c'est comme si vous aviez déjà parcouru plusieurs dizaines de kilomètres tous les jours pendant 10 ans par rapport à votre collègue qui a une voiture thermique. Bon. Donc, ceci étant dit, c'est vraiment lié aux métaux communs, métaux rares, terres rares, qui ont pour beaucoup d'entre eux, sur un smartphone par exemple, vous avez entre 40 plus ou moins anciens à 70 métaux différents. Donc, c'est quand même assez énorme. Et il y a tout un panel en fait, de métaux qui ont vraiment une durée d'exploitation très, très limitée dans le temps. On n'en a plus que 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans encore de stock exploitable, économiquement exploitable. Donc, on a cette problématique d'épuisement. Et le deuxième point par rapport aux ressources abiotiques, donc nos métaux, c'est la problématique géopolitique. En Europe, on a identifié un panel de métaux pour lequel, en fait, l'Europe dépend pour certains de ces métaux à au moins 80% d'un seul pays. Donc, si ce pays a un problème géopolitique, sanitaire ou autre, qui fait qu'on ne peut plus être alimenté dans ces métaux, on a un souci. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie le numérique de ressources critiques non renouvelables par rapport à ces problématiques-là. Et que du coup, on soutient le fait qu'il faut l'utiliser de manière raisonnée et qu'on puisse en tout cas l'utiliser pour quelque chose d'utile pour notre société. Et on est complètement aussi pour la haute technologie, le numérique, les réseaux, l'Internet des objets, l'IA, etc., sont indispensables pour qu'on puisse gérer la résilience de notre société. Et donc, il faut du coup la préserver et l'utiliser à bon escient, globalement. Pour la 5G, pour faire le lien avec la 5G, on n'est ni pour ni contre la 5G. En tout cas, vous avez compris que c'est notre position. On est là surtout pour poser des questions. Est-ce qu'on a besoin de déployer le réseau sur l'ensemble du territoire par les 4 opérateurs, donc en faire x4, en lien avec les problématiques dont on vient de parler, notre côté ressources critiques non renouvelables. Est-ce qu'on doit, en fonction des besoins qui seront identifiés, parce que finalement, il y a pas mal de besoins, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui ont été identifiés, mais voilà, ils ne sont pas tous court terme. Il y a certains qui ne sont pas forcément nécessaires en France, parce qu'on a la chance, c'est un peu particulier en France, on a presque partout, pas encore partout, mais la fibre, en tout cas, elle est bien déployée par rapport à d'autres pays qui ne sont pas aussi avancés que ça. On a aussi, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, beaucoup de réseaux qui sont déjà déployés depuis 5 ans, 2 types de réseaux dédiés à l'Internet des objets. Donc, vous connaissez la fibre ADSL, le réseau 2, 3, 4G. Il y a aussi des réseaux comme LoRa, Sigfox ou le FPEM qui sont dédiés et qui permettent effectivement de réaliser tous les exemples qu'on a déjà mentionné sur la ville intelligente. Donc, on a aussi 13 ans la France. On n'est pas du tout en retard. Les opérateurs ont fait un super boulot là-dessus.
on a plus de 95% de couverture sur ce type de réseau-là. Donc, ils ont été assez réactifs et on est assez près sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a, nous aussi en France, on est quand même très bien dotés. On a encore beaucoup de travail sur les zones blanches, qui est effectivement une priorité, d'avoir cette équité sur l'ensemble du territoire. Voilà, il faut savoir jongler en fonction des besoins qui ont été mentionnés sur vraiment voilà, ce qui est nécessaire de façon soit nationale, soit bien spécifique à une zone. Donc voilà, donc on pourra revenir, je pense, du coup, puisqu'on a un item sur les voitures autonomes, l'industrie 4.0, etc., les solutions qui existent. Il y a un point, par contre, qui est voilà, qui ne nous concerne pas tous, donc on pourra y revenir. Un point qui est important, c'est par rapport aux besoins de la 5G, c'est le besoin en débit. Du coup, on estime, par l'ARCEP estime qu'en 2023, on va avoir potentiellement des contentions à des moments spécifiques dans des zones spécifiques, donc particulièrement denses, parce qu'on utilise plus de numérique. On a aussi des usages, en particulier avec les réseaux sociaux qui utilisent beaucoup d'images, de vidéos, etc. Et on voit que on sait, enfin, si vous savez regarder un peu les consommations, on a en moins à peu près voilà, 80% de la consommation, en tout cas de la bande passante, qui est prise par des vidéos. On en a de plus en plus. Plus aussi les plateformes de services qui nous poussent. Il n'y a pas que les consommateurs qui utilisent la bande passante, il y a aussi les plateformes de services qui poussent très régulièrement des mises à jour logicielles en masse et aux millions d'utilisateurs en même temps. Donc, c'est eux qui créent aussi des sortes de contentions en période de Covid. Donc, il y a aussi d'autres façons de faire pour du coup pousser ces mises à jour régulières. Dans d'autres, poser peut-être la question à l'utilisateur s'il a besoin de nouvelles fonctionnalités. Il y a d'autres façons de faire d'un point de vue technique qui éviterait de créer cette contention. Et pour la partie utilisateur, pour être aussi moins consommateur de bande passante, il y a aussi des solutions qu'on pousse comme l'éco-conception des services numériques qui permettent aussi de gagner en fait énormément de bande passante. On prend souvent l'exemple de la Deutsche Bahn qui a divisé sur son service le plus utilisé par 1000 son besoin de bande passante pour l'ensemble de ses clients, via une start-up qu'ils ont racheté, etc. C'est leur propre initiative, mais du coup, on voit qu'en tout cas, on peut avoir des leviers très, très importants, encore plus que le passage de la 4 à la 5G qui permet de faire gagner 10 ou 100 en facteurs, voilà, avec les conceptions. Sur les items les plus utilisés, on peut aussi gagner. Donc, on a aussi la possibilité de gagner du temps. Et l'idée, c'est de ne pas se dire on va tout le temps dans une innovation incrémentale sans se poser la question de comment je peux mieux raisonner, mieux optimiser en faisant mieux. Et la même chose, finalement, si on peut même capter en 2G et en 3G, ce serait l'idéal. Parce que même dans Paris, on n'est pas tous en 4G. Pourtant, c'est une zone 12 bien. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse aussi libérer. Donc voilà, c'est un point sur lequel on insiste pas mal par rapport au débit. Et on a du coup pas mal de petits leviers là-dessus. Je ne sais pas si en termes de timing, j'ai le temps de continuer sur d'autres choses. Ça fait 8 minutes, je crois, donc allez-y. Ouais, je pense. Ah, ok. On peut peut-être parler, alors on en reparlera peut-être de la partie consolée. Je pense qu'en fait, et la partie onde, il y a quand même le débat a beaucoup focalisé au début sur des sujets du coup qui n'étaient pas vraiment des sujets. Donc, comme la partie consolée et onde, parce que sur la partie onde, c'est des études qui sont réalisées par l'ANSES en 2021. Probablement qu'en tout cas sur les fréquences qu'on va utiliser, il n'y a probablement pas de problématiques qui seront identifiées. Je pense que là, par rapport à la voiture autonome, c'est une question sur laquelle en tout cas les constructeurs, donc c'est la voiture autonome qui arrivera dans assez longtemps, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur la responsabilité des constructeurs sur du coup, l'accident. Donc ça, il y a
c'est un vrai problème et un vrai frein. Et puis, identifier aussi, c'est potentiellement le mélange, le fait d'être exposé à du multi-ondes, à des ondes électromagnétiques, des ondes 5 ou 4G, dans une voiture, par exemple, autonome, on se retrouver avec beaucoup d'ondes différentes et qui poserait un souci. Donc, c'est peut-être plus là où il y aura des choses à regarder sur le sanitaire. Mais voilà, probablement que sur les premières fréquences qui sont proposées, ce n'est pas un souci. Et sur la consommation électrique, il y a eu beaucoup aussi d'échanges là-dessus pour comparer une antenne avec une autre, donc une 4G avec une 5G. Bon, alors que finalement, de toute façon, il y aura quand même un peu plus d'antennes 5G pour pouvoir couvrir le même territoire, et puis que de toute façon, le réseau 5G, que ce soit le cœur de réseau ou les antennes, s'additionne de toute façon à la 4G. On ne va pas pouvoir clôturer tous ces réseaux à court terme. On en a encore besoin, en particulier pour la voix. Donc, de toute façon, là, on sait qu'on aura une consommation complémentaire. Voilà. La Chine en Chine, ils sont obligés aussi de demander du support, des subventions du coup à l'État pour pouvoir les aider à assumer la surconsommation qui est générée à la fois par rapport au fait qu'on a des antennes et aussi au côté aussi effet rebond potentiellement de l'usage. Même si vous gardez le même usage, quand vous allez recevoir plus d'informations, plus d'images ou de meilleure qualité, vous allez du coup plus consommer. Donc voilà, c'est un point quand même d'attention sur cette optimisation et sur le fait que de toute façon, ce sera quand même une consommation supplémentaire. C'est pour ça aussi qu'on challenge, si un jour on part dans du 5G ou dans du 6G, qui arrive dans 5 ans en plus, hein, la 6G elle arrive dans pas longtemps, on aura à peine commencé à lancer un nouveau réseau qui faudra peut-être commencer à déployer l'autre. Bon. Donc voilà. Un autre point aussi auquel je pense aussi, c'est sur j'ai perdu un petit peu Madame Son, je peux vous interrompre pour pas qu'on avance trop sur des points qui pourraient être posés ensuite dans les questions, et on va laisser Sébastien Crozier nous faire aussi une très brève présentation, un peu comme vous avez fait. Comme ça, ensuite, on pourra passer aux questions du public pour être sûr de pas répondre trop en avance aussi, parce qu'il y a des points que vous avez pris qui ont aussi été abordés dans… Je n'entends plus. Vous m'entendez là? C'est bon? C'est très bon, oui. Donc, bonsoir à tous. Oui, peut-être pour essayer d'un petit peu de recontextualiser quelques éléments de débat. Ce qui est assez frappant, c'est que au travers des débats qu'on a sur la 5G, on balaye un champ de questions et d'interrogations extrêmement divers et extrêmement multiples. Alors, d'une part, j'y reviendrai, hein, la question géopolitique de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis imprègne complètement le débat de la 5G, à la fois depuis sa mise en œuvre, je vais y revenir, et puis de par les processus d'interdiction, d'embargo, de rétorsion sur la question Huawei. Le deuxième sujet peut-être que la 5G a soulevé et qui sont des sujets qui sont quasiment exclusivement soulevés dans notre pays. Peut-être il faut aussi s'interroger pourquoi. Alors, on n'aura pas forcément les réponses aujourd'hui, mais la question des ondes électromagnétiques est une question intéressante. Elle est juste légèrement décalée. Il faudrait plutôt parler de pollution électromagnétique. On a de la pollution électromagnétique depuis l'arrivée du courant alternatif dans les années 1880. C'est Nikola Tesla face à Edison. Quand on commence à électrifier les villes aux États-Unis, on commence à générer des ondes électromagnétiques et on l'a cessé au travers des différentes technologies, pas simplement la 5G, mais aussi la radio, y compris la radio FM, la télévision. On a généré des ondes électromagnétiques. Vous avez des ondes électromagnétiques partout chez vous, puisque vous avez du courant électrique et donc vous avez des ondes électromagnétiques d'une fréquence de 50 Hz dans tout votre appartement.
Donc, ce sujet de la pollution électromagnétique est un sujet réel. Je pense qu'il faudra le traiter. On a des pollutions de différentes natures avec des conséquences, d'autres pollutions avec des conséquences moindres, mais il est difficile d'imaginer qu'une pollution n'engendre pas des conséquences. La preuve, c'est que on pense qu'il y a des gens qui sont électrosensibles et donc c'est la matérialisation du fait qu'il peut y avoir des cas, il peut y avoir des questions qui sont légitimement posées. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des ondes qui sont interdites d'utilisation, à commencer par les ondes de haute micro-ondes, qui sont par exemple extrêmement proches de certaines ondes pour autant sans danger, hein, mais certaines ondes qui sont utilisées dans le domaine de la téléphonie. Après, évidemment, la question de la consommation énergétique est un véritable débat, mais c'est un débat qui, au final, certes, touche l'industrie de l'économie numérique, mais qui, en réalité, touche toute la planète. Et la croissance qu'on a de l'économie numérique, évidemment, fait qu'on a une concentration de l'attention sur la consommation électrique de ce secteur économique. Après, évidemment, la question de l'exploitation des minerais. Alors, il se trouve qu'on se concentre aujourd'hui beaucoup plus sur des terres rares. Hier, on se concentrait plus sur l'acier. On pourrait aussi se concentrer sur la question du sable qui disparaît. Donc, on a effectivement une planète qu'on utilise de façon massive et intensive dans tous les secteurs de l'industrie. Et effectivement, l'économie numérique emmène à une consommation de minerais très particuliers sur lesquels on n'a pas simplement des problèmes de souveraineté, mais on a aussi des problèmes de conditions d'exploitation de ces minerais, des conséquences sociales, des conséquences géopolitiques sur les populations qui sont autour de ces questions-là. Et puis après, on a d'autres questions. On a aussi des questions, par exemple, sur la question d'obsolescence. Le sentiment de cette espèce de course-poursuite et d'obsolescence programmée ou implicitement programmée avec des remplacements de technologies qui se succèdent et dont on a l'impression qu'elles vont de plus en plus vite. Donc, vous voyez en fait au travers de la 5G toute une série de questions qui en fait sont des sujets qui traversent nos sociétés, qui traversent beaucoup de sujets de nos sociétés et qui derrière finissent par quels usages et au final pourquoi faire et quelle société voulons-nous et quel rapport finalement voulons-nous entre une société du numérique et une humanité qui finalement disparaît ou en tous les cas se trouve partiellement déstabilisée par cette intrusion du numérique. Sur le premier point sur lequel j'aurai peut-être l'occasion d'avoir des questions, c'est qu'est-ce qui se passe avec la 5G et comment ça fonctionne et qu'est-ce que la 5G, entre guillemets, représente. Alors la 5G, c'est deux choses. C'est d'une part l'exploitation de nouvelles bandes de fréquences dans ce qu'on appelle la bande de fréquence 3,5 GHz. La 5G peut s'utiliser sur toutes les bandes de fréquences existantes qui ont été attribuées à la 2G, à la 3G, à la 4G. Donc demain matin, on peut avoir de la 5G sur toutes ces bandes de fréquences. Il se trouve que la consommation des utilisateurs augmentant, on a un besoin de plus en plus important de bandes de fréquences pour arriver à écouler de la donnée. Et ce qui est assez intéressant dans cette vision un peu globale du monde qu'il faut avoir, c'est que la France est dans une situation extrêmement différente des autres pays. Nous avons fait le choix d'investir massivement dans la fibre et donc à ce titre, nous avons un écoulement de la donnée qui se fait beaucoup plus par notre réseau fixe que les pays qui sont les promoteurs de la 5G. Vous avez la Chine, par exemple, vous avez les États-Unis, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie qui sont très en avance sur l'attribution des fréquences 5G pour une raison assez simple. Vous n'avez pas de fibre dans ces pays-là. Vous n'avez pas d'infrastructure fibre qui permet d'écouler suffisamment de données et donc, au lieu de le faire sur le fixe, on le fait à travers le mobile. Donc déjà, ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en perspective et qui, effectivement, peuvent légitimer la question de faut-il déployer tout de suite, maintenant, à la 5G. La réponse est la France peut se permettre de déployer avec quelques mois de retard, considérant que son besoin d'écoulement des données peut-être est moins important qu'aujourd'hui. Donc, mais on a pour autant des pays qui poussent évidemment au déploiement de cette technologie parce que leur économie en dépend, parce que leur système de transmission de données le nécessite.
Ça, c'est la première dimension de pourquoi il y a un petit décalage entre les pays qui ont fait un investissement dans leurs infrastructures fixes et pourquoi les pays qui n'ont pas fait d'investissement poussent au passage à la 5G. La deuxième dimension, c'est peut-être un élément géopolitique qui n'est pas très évoqué, qui est pourquoi cette urgence de la 5G. Alors, cette urgence de la 5G, elle est liée à un phénomène très particulier qui est que si on remonte à l'histoire de la 3G, on avait une 3G qui était donc début des années 2000, qui a été définie comme étant une norme ouverte et donc une norme sans brevet. La 4G est arrivée avec une norme avec brevet, plutôt dans les mains de Qualcomm. Ces brevets étaient dans les mains américaines et chaque fois qu'on utilise de la 4G, on est prié de payer son écho à Qualcomm. Et la 5G est repartie dans une logique de normes ouvertes, c'est-à-dire de normes mondialisées. Et donc, à ce titre-là, les opérateurs, les constructeurs se sont mis d'accord sur une norme. Ce qui a été assez particulier, c'est que les Chinois ont investi en avance de phase de façon extrêmement importante, à la fois dans des centres de recherche pour déployer, pour préparer cette 5G, et aussi des usines tout à fait capables de se mettre en route extrêmement rapidement dans la production des équipements 5G. Si bien qu'au moment où la norme a été figée, et c'est assez frappant parce que la norme a beaucoup bougé jusqu'à la dernière minute entre les expérimentations qui avaient été faites des uns, des autres, la Corée, la Chine, l'Europe, les États-Unis, dès le lendemain dès le lendemain où la norme a été figée, les Chinois, de par les investissements qu'ils avaient organisés, ont été capables de produire, de commencer à vendre et de déployer dans le monde. Ce qui ne s'était jamais vu dans les technologies précédentes. Donc, en fait, cette logique d'urgence a été organisée. Et donc, les États-Unis, qui avaient un tout petit peu raté le coche, à la fois parce qu'il n'y avait pas de brevet, donc ça intéressait un peu moins leurs entreprises, à la fois parce que les constructeurs sont un peu moins américains dans la filière, ont été relativement pris de panique et ont décidé de représailles massives au travers des mesures anti-Huawei. Et donc, on s'est retrouvé avec cette guerre technologique. Donc, en fait, on a eu un mouvement extrêmement offensif de la Chine pour prendre la main sur une filière technologique et une réaction de l'autre côté des États-Unis. Le résultat de cette affaire, c'est que cet empressement à vouloir déployer des technologies a donné la sensation d'une obsolescence de la 4G, qui évidemment est toujours en fonctionnement. Mais si on regarde l'histoire des développements successifs, qu'est-ce qu'on a ? On a le déploiement de la 1G qui a eu lieu dans les années 80, de la 2G qui a eu lieu dans les années 90, de la 3G qui a eu lieu dans les années 2000, de la 4G qui a eu lieu dans les années 2010 et de la 5G qui aura lieu dans les années 2020. Donc, en réalité, nous n'avons pas d'accélération dans les cycles technologiques de remplacement des technologies. Ces logiques de remplacement sont légitimes parce que les technologies évoluent, parce que les progrès techniques se font et donc, dans des logiques de remplacement, d'obsolescence, de nouveaux usages, on a toujours une génération technologique qui remplace une autre génération technologique. C'est la même chose dans tous les secteurs. Donc, il n'y a absolument aucune anomalie. Alors, la question, c'est est-ce qu'on ira dans cette course à l'infini ? Force est de constater que dans d'autres secteurs qui sont proches, la micro-informatique, vous avez une progression continue et constante de la performance des innovations technologiques qui se succèdent les unes après les autres. Est-ce que tout ça est bien utile ? La question mérite d'être débattue, mais je vais y revenir. Donc, cette notion géopolitique de l'affrontement qui donne ce sentiment d'urgence, vous comprenez qu'il est lié à des choix, d'une part, de politique intérieure. Est-ce que j'ai déployé de la fibre? Est-ce que j'en ai pas déployé? Et puis, de l'autre côté, à cette compétition mondiale sur la maîtrise d'une technologie dont le caractère clé de contrôle est important puisque globalement, dans les équipements, on ne sait plus très bien comment les équipements fonctionnent. Ce sont des sortes de boîtes noires et donc il peut y avoir une inquiétude, d'où les guerres que vous pouvez avoir entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est le premier enjeu. Alors, évidemment, ce premier enjeu qui est d'avoir
plus de débit et donc d'être en capacité d'écouler plus de données. C'est accompagné d'un deuxième enjeu qui est que la technologie 5G est structurellement différente de la 4G sur un point, c'est qu'elle permet de prioriser certains acteurs au travers de la norme qui a été choisie et donc de développer des nouveaux services et des nouveaux usages, notamment en garantissant des temps de réponse et en garantissant des débits de façon prioritaire. Et donc, évidemment, là, il y a des enjeux qui sont plus du côté du consommateur, mais qui sont du côté industriel, sur lequel, effectivement, tout à l'heure, j'entendais parler de la voiture autonome. Bien sûr, la voiture autonome est un grand sujet parce qu'il est accessible au grand public et tout le monde le comprend. Mais en réalité, on a les mêmes sujets sur tout véhicule mobile ou tout objet mobile qui est sur un chantier, qui est dans un environnement, que ce soit un train, que ce soit une voiture, que ce soit un camion, que ce soit une roulotte sur un chantier. Donc, toutes ces questions-là, évidemment, sont posées, sur lesquelles les temps de réaction sont des éléments clés. Donc, on imagine. Alors, on dit la voiture autonome, c'est pas demain, sauf que aux États-Unis, c'est déjà dans certaines zones de façon massive répandue, que les Chinois le font et le feront. Et quand on parle de responsabilité, c'est une question purement théorique, parce que quand des pays qui n'auront pas nos réglementations, qui n'auront pas nos systèmes d'assurance, déploieront les voitures autonomes et qu'on verra que le nombre de morts est divisé par 5 parce que les voitures autonomes seront beaucoup moins dangereuses que les chauffeurs alcoolisés, on se rendra compte que la question de la responsabilité, on la tranchera très rapidement puisqu'il s'agira de sauver globalement des vies, même si les voitures autonomes créeront sans doute aussi des morts parce que le zéro défaut n'existe pas et donc on aura toujours des véritables problèmes sur cette question. Mais au-delà de cette question simplement de la voiture autonome, on a aussi la question de l'utilisation de l'énergie, notamment l'énergie produite de façon distribuée. On ne peut pas avoir d'énergie produite de façon distribuée sans avoir une régulation absolue du réseau avec un temps de réponse absolu. Et donc, à ce titre-là, si on veut optimiser l'utilisation de l'énergie produite par les uns et les autres d'une quelconque façon, que ce soit les panneaux solaires qui seront sur certaines maisons, que ce soit d'autres productions locales, on ne pourra pas organiser l'utilisation de cette énergie sans un réseau qui réponde en temps réel et donc sur lequel on ait une garantie. Et évidemment, la norme 5G a prévu spécifiquement ces possibilités-là, indépendamment peut-être des annonces un peu spectacle qui est de dire je pourrais opérer à distance à l'autre bout du monde et ça fera de la chirurgie à distance et ça sera formidable. Ça, c'est le côté un peu spectacle, mais ça ne répondra pas forcément aux besoins majoritaires. Donc, voilà les deux aspects de la 5G. Donc, d'un côté, on a besoin de nouvelles fréquences pour écouler plus de data, beaucoup plus dans les autres pays qu'en France, parce que nous avons le Wi-Fi qui est connecté au fixe, et de l'autre côté, parce que nous avons un écosystème industriel qui l'attend, qui en a besoin et qui s'interroge. Merci. Si la question… Monsieur Crozier, je vous interromps pour qu'on puisse avoir Madame… Je vais juste conclure sur le point et puis ensuite on passera au jeu des questions-réponses. Si on a besoin de déployer la 5G dans la deuxième partie qui est la question du temps de réponse, c'est simplement parce que nous avons besoin que nos industriels disposent d'un champ d'expérimentation qui soit français et qui ne soit pas situé à l'étranger. Donc, la nécessité d'un écosystème qui fasse que les voitures autonomes circulent d'abord en France plutôt que dans les autres pays est un enjeu qui est clé pour la maîtrise de cette filière technologie. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, le débat sur l'utilité de la 5G ne se situe pas forcément sur le besoin de débit, mais se situe sur la nécessité de pouvoir construire un écosystème dans lequel nos industriels s'y retrouvent et ne décident pas de déplacer leur centre de recherche à l'étranger. Merci beaucoup. Donc, on va passer. Donc, d'abord, on a les questions normalement sur l'aspect technique. On a essayé un peu de cadrer pour éviter de partir dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés justement par ce débat sur la 5G. Alors, j'avais eu un message de première question
De Joséphine ou Tom qui avait une question, effectivement, sur le côté plutôt technique. Je ne sais pas si Joséphine, Tom, vous vouliez prendre la parole. Oui, effectivement, moi j'ai une question sur le côté technique qui a déjà été en partie répondue par Monsieur Crozier, donc je vous en remercie. Mais c'était donc sur le côté technique, en fait, pouvoir détailler quels sont les nouveaux usages en détail que permettra la 5G qui n'était pas envisageable avec la 4G. Donc, parce que vous l'avez évoqué, mais ce serait intéressant, je pense, d'avoir des détails plus précis sur le fonctionnement. Vous avez parlé du coup des voitures autonomes par exemple, mais vous avez dit qu'il y avait d'autres éléments et donc ce serait intéressant d'avoir des détails là-dessus. Voilà, merci. Madame Son, peut-être d'abord pour vous laisser répondre dans un premier temps sur les nouveaux usages de la 5G. Votre micro est coupé. Voilà, c'est déverrouillé. Bon, on a effectivement, Monsieur Crozier, on a déjà cité un certain nombre Alors après, l'usage, peut-être, c'était par rapport, si la question était aussi technique, c'était peut-être plus par rapport à ce qu'elle permet. Donc, c'était le côté latent, donc voilà, rapidité. Bien sûr. Rapidité du coup de la réponse, donc plus de débit et avoir une latence beaucoup plus courte, beaucoup plus faible. Et potentiellement, si on a des objets connectés, alors quand on parle d'objets connectés, du coup, on n'est pas sur des objets, on est plutôt sur beaucoup des plus grosses voitures, s'il y a vraiment besoin de donner, d'échanger beaucoup d'informations, ou une caméra de vidéosurveillance qui peut faire de la reconnaissance faciale en direct. Où là, on a vraiment besoin de brasser beaucoup de données, donc on a besoin potentiellement d'être du 4G ou du 5G si on veut en plus être vraiment efficace et rapide si on doit reconnaître quelqu'un, ou la voiture autonome pour freiner vite. Donc voilà, c'est ces deux fonctionnalités et surtout potentiellement le fait de ne pas forcément repasser par le cœur de réseau pour communiquer d'un objet à l'autre en passant par les antennes. En termes de technique ou de fonctionnalité, c'est globalement ça. Donc, en gros, quelque part, ça permet pas des petits objets connectés pour qu'ils regardent si les poubelles sont remplies ou pas, pour pouvoir optimiser la logistique, parce que ça, c'est des réseaux dédiés à l'Internet des objets qui permettent d'y répondre, parce que c'est des objets vraiment autonomes qui ont une toute petite pile comme ça et qui peuvent avoir une durée de vie de 8 à 10 ans, juste parce qu'en fait, ils transmettent une information une fois ou deux par jour. Tout ce qui relève au compteur en fait, d'informations du texte, voilà, il y a des réseaux dédiés. Si c'est juste un peu d'image, un peu de voix, il y a aussi des réseaux internes des objets dédiés. Et si on veut avoir voilà, quelque chose de beaucoup plus important, de la vidéo en permanence, beaucoup d'images, une rapidité attendue très efficace, potentiellement, la 5G peut correspondre. Du coup, ce n'est pas sur des objets, on est vraiment sur quelque chose qui a une batterie. Voilà, il faut qu'il puisse avoir beaucoup d'énergie à disposition, être branché sur une prise électrique pour pouvoir être connecté à la 5G, sinon il faudra tout le temps de recharger l'objet. Donc là, on parle vraiment de… Voilà, pour faire très court sur la question purement technique, après on reviendra peut-être sur du coup les différents types d'utilisation. Tout à fait, merci beaucoup. Monsieur Crozier, si vous souhaitez rebondir effectivement sur ces aspects techniques. Moi, voilà, les aspects techniques de la 5G, c'est d'une part la capacité à utiliser des fréquences qui sont plus hautes, donc qui nécessitent en fait des performances du matériel qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Hein, et c'est pour ça que la bande 3,5G peut être aujourd'hui utilisée. Le deuxième élément, on en a parlé, hein, c'est la question de la garantie du temps de réponse, parce que quand vous aurez un chien ou quand vous aurez une poussette qui s'aventurera par accident sur une voiture, sur une route ou sur une rue, il faudra que les éventuelles voitures autonomes puissent réagir de façon instantanée et de façon garantie. Aujourd'hui, la 4G ne permet pas cette garantie de temps de réponse et cette priorisation dans le réseau, donc on en a besoin. J'ai parlé de l'énergie parce que l'énergie est un vrai sujet et c'est des sujets dont on a déjà débattu. Hein. La question de l'énergie distribuée, et si vous discutez avec les grands énergéticiens, ils considèrent qu'aujourd'hui, on a une production dite centralisée, donc à partir de centrales thermiques, de charbon,
de nucléaire, etc. Et donc, on a une production centralisée. Demain, ce ne sera plus le cas. Et donc, il faudra l'organiser. Donc, ça, c'est des usages. Au-delà de ça, ce qui est peut-être important et ce qui n'est pas forcément évoqué, c'est que la mythologie de la neutralité du net, qui fait que tous les contenus doivent être distribués dans les mêmes conditions, est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que on comprend bien que il faudra prioriser les flux sur la 5G et la technologie le permet, les flux prioritaires qui permettent de garantir la sécurité de nos citoyens ou le fonctionnement du réseau électrique, parce qu'un réseau électrique qui est en situation de déséquilibre s'effondre et s'interrompt. Donc, c'est sûr qu'il faudra prioriser ça par rapport aux films et donc la fameuse neutralité du net tant défendue prendra un coup de canif dans la pomme parce que on va avoir effectivement des usages grand public sur lesquels la priorité du temps de réponse n'est pas assez nécessaire, et on aura des usages professionnels sur lesquels le temps de réponse à la milliseconde ce sera un élément clé, ce que la 5G offre comme possibilité, contrairement à la 4G. Donc, c'est la vraie rupture technologique. Donc, les deux vraies ruptures, c'est le débit, plus de débit pour tout le monde pour faire face à la consommation, dont on peut redébattre, parce que je pense que c'est une question de pourquoi plus de consommation. On a entendu beaucoup de choses assez rocambolesques. Et de l'autre côté, un temps de réponse, une garantie qui permettront des usages industriels qu'on n'a pas aujourd'hui et sur lesquels personne ne se risque, parce que l'absence de temps de réponse garanti fait courir des risques de production et de sécurité. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Joséphine, est-ce que tu veux reprendre du coup on a les questions du coup de Catherine qui a été posée dans le chat. Joséphine, si tu voulais peut-être reprendre cette question. Ouais, du coup, Catherine pose la question, deux questions en une plutôt. Ne pourrait-on pas travailler sur une pyramide de Maslow des usages qui aurait plus de sens au lieu de partir tout azimut sous couvert de compétitivité et de progrès à court terme? Donc, c'est-à-dire, est-ce que on pourrait imaginer finalement une hiérarchisation des usages de la 5G? Et sa deuxième question, c'est ne doit-on pas conditionner la 5G au respect des accords de Paris? Donc, je vous laisse. Juste pour la deuxième question, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir après quand on parlera plus de la question directement environnement, écologie, mais au moins pour la première question, Madame Son, pyramide de Maslow, donc pyramide des besoins finalement. Alors après, c'était lié, je pense, le fait de mentionner la pyramide de Maslow par rapport aux usages. Et se dire, est-ce que du coup, il y aurait certains, ce que je comprends dans la question, certains usages qui seraient à prioriser par rapport à d'autres, voilà, ceux qui sont les plus utiles versus, je regarde une vidéo dans mon train. Ça, c'est le problème de la neutralité du net. On a vraiment, on s'est engagé là-dessus au niveau européen, français, voilà, et RCEP, on est garant. On ne peut pas, voilà, prioriser certaines plateformes de services ou certaines personnes, limiter les gens à accéder à l'information, c'est assez compliqué. Bon, voilà. Par contre, je pense que si on veut regarder juste sur la partie usage, il faut potentiellement soit accompagner, soit aider en fait les plateformes de services à optimiser les choses pour que elles ne fournissent pas forcément du 4K en fonction des écrans ou qu'elles sont vraies des coûts tout à l'heure. Ou après, c'est plus du partage et de la sensibilisation. Mais voilà, sur la partie usage, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut passer par de la sensibilisation. Et le problème de neutralité du net, c'est compliqué le problème des forfaits aussi, là, non illimité, voilà, peut aussi poser souci. L'important, c'est qu'en tout cas, tout le monde puisse accéder quand même à ce qu'il souhaite. Et après, c'est difficile de juger de leur résilience, voilà, pour nous, et de leur lien avec les priorités de notre pyramide de Maslow.
Oui, voilà, la question de neutralité du net qui avait été abordée par M. Crozier. On va peut-être passer sur le volet, parce que l'horloge tourne un peu, le volet plus économique. Et donc, je vais reprendre une question qui nous avait été envoyée en ce qui concernait du coup le calendrier de développement de la 5G en France. Concrètement, donc vous avez eu deux discours un peu opposés. Est-ce que la France est en retard dans le déploiement de la 5G par rapport aussi bien aux pays européens qu'à l'échelle globale, ou est-ce que finalement on se situe dans la norme et il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir de ce côté-là? Monsieur Projet d'abord, si vous voulez. Alors, sur la question du déploiement, la question, elle renvoie à la logique d'usage. Je vais quand même rebondir sur la pyramide du Maslow parce qu'on a eu un événement qui est tout à fait intéressant pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, la France et un certain nombre de pays européens se sont retrouvés en situation de confinement avec des personnels qui se sont retrouvés à télétravailler. Les gouvernements, Thierry Breton en particulier à la Commission européenne, se sont quand même préoccupés du fait que les télétravailleurs ne puissent pas travailler parce que, ayant cette fameuse neutralité du net, le débit était totalement accaparé par les mêmes personnes confinées ou leurs familles qui allaient regarder des vidéos, allaient regarder du Netflix et allaient saturer les réseaux. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a pris son téléphone et il a appelé les grands GAFA, qui ont été les inventeurs de la neutralité du net. Il leur a dit, écoutez, c'est assez simple, vous avez deux solutions. Soit, en fait, vous réduisez la qualité de vos vidéos que vous diffusez sur YouTube, sur Facebook et sur Netflix, et ils l'ont fait. Ou alors, je demande l'abrogation du principe de la neutralité du net et je laisse les opérateurs privilégier ce qui n'est pas les contenus vidéo qui mangent de la capacité pour permettre au pays de fonctionner et d'être en situation de télétravail. Donc, cette fameuse question de la pyramide du Maslow, elle est absolument essentielle et moi, je partage à 100% que nous ayons cette réflexion collective sur quels sont les usages prioritaires. Quels sont les débits dont nous avons réellement besoin? A-t-on besoin du 4K? A-t-on besoin de cette augmentation permanente de débit? A-t-on besoin de cette fameuse législation sur la neutralité du net qui impose aux opérateurs d'augmenter chaque jour leur capacité pour permettre d'être le pourvoyeur de flux vidéo dont, sincèrement, la qualité pourrait être dégradée et a été dégradée sans véritable impact sur le consommateur. Donc ça, c'est le premier élément. Pour répondre à la question du déploiement, la question du déploiement, elle renvoie à des sujets qui sont assez intéressants. La France a fait le choix d'avoir 4 opérateurs et d'avoir une concurrence par les infrastructures. Qui impose en fait aux 4 opérateurs d'avoir des infrastructures plus ou moins séparées. Parce qu'en fait, en réalité, on s'aperçoit qu'économiquement, avoir 4 infrastructures n'a aucun sens et aucune rationalité. Les États-Unis viennent de passer à 3 infrastructures, à 3 réseaux. Il n'y a plus que 3 opérateurs. L'Allemagne est passée à 3 réseaux. La Chine, pour déployer la 5G, est à 2 acteurs et demi, puisque le numéro 2 et le numéro 3 se sont associés dans les 15 plus grandes villes de Chine, ce qui représente une économie d'investissement de 50 milliards de dollars. Donc, on voit bien que la question du coût de déploiement des infrastructures est réelle. Alors, sur les calendriers et sur les délais, il faut un petit peu regarder 2 choses. La première, c'est de quoi a-t-on besoin pour faire face à la 5G. La première, c'est est-ce qu'on a besoin de mettre plus de points hauts à partir duquel on va mettre des émetteurs? La réponse est non. Aujourd'hui, toutes les études et toutes les analyses considèrent qu'il n'y a pas besoin fondamentalement de plus de points hauts. Donc, il n'y aura pas de nouveaux points qui seront installés, hormis pour compléter des trous dans les zones blanches. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Que l'ensemble des acteurs, au travers de la création de ce qu'on appelle les fameuses Tower Co, sont plus ou moins en train de mutualiser leurs points hauts. Et donc, ces points hauts sont desservis par des accès à très haut débit. Donc, il n'y en aura pas besoin.
Et donc, ça, c'est le premier élément. Donc, il n'y aura pas de création de points d'antenne, on va dire, ou de cumul d'antennes supplémentaires qui seront créés dans les différents pays. Et la vraie question du déploiement, ça va être le remplacement des équipements aujourd'hui 4G par des équipements 5G. Alors, la crise Huawei a empêché Huawei de déployer, de vendre, on va dire, ses équipements aux Européens. Les Européens, aux États-Unis notamment, mais en Inde aussi, parce que les Chinois sont très peu appréciés en Inde. Donc, il y a toute une partie du monde dans laquelle il n'y a pas d'équipement chinois qui pourrait être vendu. Donc, finalement, tout le monde en est réduit à attendre que les usines de Nokia, d'Ericsson et de Samsung produisent. La France, de par sa régulation, de par sa politique industrielle, a quand même perdu son constructeur qui était leader mondial en 2000 et qui, 20 ans après, est une vague entité, sous-entité de Nokia dans une succession de rachats. Et donc, ça pose la question de notre politique industrielle, de notre souveraineté numérique, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, le remplacement de ces équipements va se faire à un rythme extrêmement lent, à la fois parce que les usines ne sont pas capables de produire. Donc, tous les plannings qui sont annoncés, s'ils sont tenus, on aura énormément de chance. Le deuxième élément, c'est que la crise du Covid est parmi nous et que toutes les logiques de déploiement qui étaient annoncées sont aujourd'hui ralenties. Sont ralenties parce que les contraintes sanitaires sont extrêmement importantes, fortes et conséquentes, et donc génèrent des ralentissements de déploiement. Donc, au final, la fameuse obsolescence que tout le monde pensait avoir en disant finalement la 5G va remplacer la 4G avant que tout ceci ne soit obsolescent, ne va pas se produire. Les équipements 5G vont naturellement remplacer les équipements 4G qui vont tomber en panne, ou des équipements 4G qui vont être déplacés vers les campagnes qui sont en situation de zone blanche et dans lesquelles on mettra de la 4G avant de mettre de la 5G. Donc, le calendrier, il sera progressif. Naturellement, nous avons à la fois une régulation européenne, mais aussi une régulation française, et en particulier une régulation française qui ne se préoccupe absolument pas de la question des campagnes. Donc d'abord, évidemment, la 5G sera développée dans les villes. Donc très rapidement, on aura, et vous avez aujourd'hui déjà toute une série d'émetteurs. On considère qu'il y a presque 500 émetteurs en France de 5G qui sont d'ores et déjà déployés et en situation de fonctionnement, certes à titre expérimental, pas avec les licences officielles. Bon, enfin, imaginez que le jour où l'autorisation définitive est donnée, ces équipements évidemment basculeront. Et puis progressivement, vous verrez apparaître dans les villes des équipements 5G. Alors, ces équipements 5G, en fait, quand ils remplacent les équipements 4G, viennent en fait se substituer aux équipements précédents. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des équipements qui font 5G, 4G, 3G, 2G de façon simultanée. Et donc, quand un téléphone accroche, il accroche soit en 2G, soit en 3G, soit en 4G, soit en 5G. Donc, voilà comment le processus et voilà comment le calendrier va se faire. Il va se faire en France comme dans tous les pays du monde. Les autres pays essayent un tout petit peu d'accélérer un peu plus vite la cadence compte tenu de la pression qu'ils ont sur le fait que c'est le réseau mobile qui en fait est celui qui permet d'échanger les données un peu plus que nous, Français, qui avons un réseau fixe plutôt d'une bonne qualité. À noter que la France, au sein de l'Europe, a un inconvénient, c'est que c'est un pays qui est extrêmement grand, peu dense et en plus qui n'est pas plat. Donc, tout ceci n'arrange absolument pas notre déploiement. Donc, on met beaucoup de temps à déployer et qu'il est tout à fait frappant de voir qu'on nous dit que les objectifs sont sur du déploiement de 99% de la population, qui sont les objectifs officiels qui sont affichés par l'ARCEP. 99% de la population couverte, ça veut dire à peu près 90% du territoire, de gens qui ne bougent pas de chez eux ou du bureau, parce qu'en général, ils ont le malheur de passer dans des zones blanches qui ne sont pas couvertes. Mais le régulateur a préféré que le gouvernement récupère de l'argent pour les enchères, au travers d'enchères, plutôt que de donner des obligations plus fortes pour couvrir les zones blanches. C'est un arbitrage qui a été fait au bénéfice du budget de l'État plutôt que de l'investissement. Et donc, voilà comment tout ça va se passer. Bien sûr, comme d'habitude, les zones blanches aujourd'hui en 4G seront aussi les dernières zones qui seront couvertes en 5G.
Merci. En ce qui concerne justement le déploiement et les zones blanches, on a pu lire que donc, du fait d'une fréquence plus importante, les antennes 5G couvriraient donc entre 2 et 3 fois moins de superficie que des antennes 4G. Madame Son, est-ce que on peut imaginer un scénario en France où on atteint une couverture 5G totale, ce qui signifierait qu'il faudrait construire en moyenne 30% en plus d'antennes 5G que de 4G en France. Est-ce que ce scénario est viable, envisageable, faisable? Alors, je ne suis pas opérateur, je n'ai pas fait partie des équipes qui ont pu expérimenter et tester en fait la 5G sur certaines villes. Pour du coup, mieux effectivement vous en parler. Effectivement, c'est des ondes plus courtes. La 5G, donc du coup, qui couvre moins que par rapport à une antenne 4G, même si elle diffuse plus vers le terminal. Donc potentiellement, on parle d'antennes relais pour compléter et couvrir en fait les zones où on a besoin de la recevoir, là où on ne serait pas du coup couvert. Du coup, Rosier pourra préciser. Et c'est effectivement là où on disait qu'en particulier dans les zones denses ou les zones justement blanches ou moins denses, où il y a peu d'antennes 4G, si on met des antennes 5G là où il y a des antennes 4G, ce ne serait pas suffisant pour couvrir voilà, la même périphérie, la même couverture. Il y aurait besoin d'antennes complémentaires relais pour effectivement couvrir tout. C'est pour ça qu'il y avait aussi un petit peu ce côté complément. Oui, alors je pense qu'il faut faire attention à un sujet, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'est tout à l'heure, les fréquences qui sont utilisées pour la 2G, pour la 3G, pour la 4G peuvent être utilisées pour la 5G. Donc, et on aura une substitution, c'est-à-dire que la Commission européenne a édicté un principe qui est ce qu'on appelle la neutralité technologique des fréquences. Donc, en fait, toutes les fréquences qui ont été attribuées au titre de la 2G, de la 3G et de la 4G peuvent être utilisées pour la 5G. Évidemment, c'est une question d'arbitrage que les opérateurs font puisqu'il y a des terminaux qui sont encore en circulation, qui ne fonctionnent que sur la 4G. Vous avez des terminaux qui ne fonctionnent que sur la 3G et vous avez encore des terminaux qui ne fonctionnent que sur la 2G. Donc, il faut quand même assurer une continuité de service et il y a une obligation de la part des opérateurs à se faire. Donc, en fait, pourquoi il n'y aura pas besoin de relais supplémentaires, d'installations supplémentaires? Pour une raison très simple. C'est que dans les zones faiblement denses, comment en fait couvre-t-on une zone faiblement dense? On la couvre avec peu d'antennes et on utilise une fréquence basse. C'est-à-dire ce que vous avez lu en disant la 5G couvre une distance qui est 3 fois moindre ou couvre une superficie qui est 3 fois moindre. C'est à la fois, c'est vrai, mais c'est vrai quand on utilise la fréquence 3,5G. Ce n'est pas vrai quand on utilise la fréquence 2,4 ou 2,5G. C'est-à-dire qu'en réalité, la loi physique, elle est par rapport à la fréquence utilisée, elle n'est pas par rapport à la technologie. La technologie 5G, c'est deux choses. C'est la possibilité d'utiliser des fréquences à 3,5G tout en utilisant les autres. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser… Et la deuxième chose, c'est d'avoir ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la garantie du temps de réponse. Donc, en fait, on va se retrouver simplement dans des phénomènes de substitution. Dans les zones faiblement denses, on va avoir de la 5G qui va utiliser des fréquences dites basses, 700, 800 MHz. Dans les zones denses, effectivement, on va avoir de la 4G, de la 5G qui va utiliser les fréquences hautes 3,5. Alors évidemment, il y aura des zones de couverture dans les zones denses qui seront moins importantes. C'est pour ça que les opérateurs sont en train de mutualiser leurs points hauts pour le cas échéant, alors plus ou moins dans les zones moyennement denses, enfin, dans certaines zones, pour éviter, entre guillemets, de recréer des points hauts et faire que effectivement les couvertures soient un peu plus efficaces. Mais en réalité, c'est l'utilisation de la bande de fréquence 3,5G, c'est-à-dire là où on a besoin de plus de débit, qui fait qu'on couvre moins. Mais en réalité, il y a une vraie dissociation entre la technologie et les bandes de fréquences. Donc, en fait, aujourd'hui, les opérateurs, à peu de choses près, à part quelques aspects
très techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, n'ont pas prévu, à date en tous les cas, les opérateurs en France n'ont pas prévu le déploiement supplémentaire de nouveaux points hauts, hormis, comme je l'ai dit, de couvrir des zones qui aujourd'hui ne le sont pas, mais il n'y aura quasiment pas de modification dans les infrastructures existantes. Il n'y aura quasiment pas d'installation de points hauts dans lesquels vous aurez des antennes supplémentaires qui seront déployées sur le territoire. Par contre, il y aura des réallocations de fréquences aujourd'hui utilisées pour la 2G, pour la 3G, pour la 4G, qui seront remises progressivement à disposition de la 5G au fur et à mesure du déclin des usages sur les technologies précédentes, comme c'est d'ailleurs déjà le cas entre la 4G, la 3G et la 2G. Merci beaucoup, Corto. Oui, j'avais une question après sur l'aspect écologique. Du coup, c'est assez difficile de se faire une opinion parce qu'il y a vraiment différents avis. Est-ce que la 5G va nous permettre d'économiser notre consommation électrique, va nous permettre de réduire nos émissions de CO2 et va nous avoir un impact positif sur notre consommation de ressources à l'échelle française? Si on considère qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est la réduction de notre impact écologique, est-ce que la 5G va dans le bon sens et pourquoi, selon vous? Je vous laisse répondre. Alors, il y a la partie consommation électrique, c'est une chose, et puis il y a aussi le reste, les besoins en eau et en ressources. Sur la consommation électrique, comme on va avoir de toute façon besoin d'un cœur de réseau complémentaire et puis d'antennes spécifiques 5G, même si on a certaines qui pourront être mixtes 4, 5G, même s'il y a moins de latence. On a de toute façon effectivement une consommation globale supplémentaire. Donc du coup, effectivement, on a plus de consommation en eau et plus de consommation et des générations de gaz à effet de serre. Voilà, c'est un petit peu la problématique de déployer. Après, c'est pour ça en tout cas, si on doit à un moment donné passer sur des usages, si certains usages du coup nécessitent et justifient effectivement des déploiements de 5 ou de 6G, on essaie de pousser, en tout cas de recommander, de pouvoir faire comme la fibre voilà, ou les réseaux fixes, de pouvoir vraiment mutualiser les réseaux et de ne pas en déployer 4 ou 3, comme certains ont fait, mais peut-être d'aller encore plus loin, d'en avoir même qu'un seul ou deux. Enfin, ça c'est une organisation après à avoir au niveau des opérateurs, parce qu'il y a quand même après des recharges. Enfin, il faut en tout cas pouvoir optimiser le plus possible pour effectivement ne pas multiplier par N, par le nombre de réseaux déployés sur toute la France ou dans des zones particulières, la consommation. Effectivement, et c'est pour ça qu'on pose aussi la question en fonction de l'usage, est-ce qu'il y a des besoins qui peuvent être plus localisés, parce que ce n'est pas forcément par rapport au consommateur lambda que la 5G est le plus attendu. Si pour les centres de recherche, on en a parlé, les voitures autonomes veulent continuer à faire leurs tests, est-ce que ce n'est pas dans ces zones-là qu'il faut déployer dans ces cas-là du réseau 5G si elles veulent tester leur voiture autonome 5G, sachant qu'on ce serait plus. On en parlait tout à l'heure, hein, la France a déjà des voitures autonomes, elles ne sont pas en 5G, elles fonctionnent avec du Wi-Fi. Voilà, il y a plein de POC et de fonctionnement, plus pour l'entreprise. Hein. Pour l'instant, c'est plus aussi des recherches sur voilà, un besoin B2B plus qu'un besoin aussi individuel qui arriverait potentiellement bien plus tard si elle arrive et si on a vraiment besoin de se faire conduire par une voiture. Mais oui, il y a cette consommation complémentaire et puis la problématique effectivement du fait que tous les terminaux 4G vont sûrement du coup se retrouver, les milliards de terminaux qu'on a, voilà, abandonnés. Il va falloir repasser effectivement sur du 5G au fil de l'eau. Et puis après, la question, c'est est-ce que la 6G va aussi nous faire changer de terminaux ou est-ce qu'en tout cas, elle sera compatible 4 et 5G? Ça sera la question. Mais voilà, on se pose aussi la question sur la consommation aussi des terminaux spécifiques 5G. Et puis,
par rapport à l'utilisation qu'on veut faire finalement du réseau, par rapport aux usages dont on a parlé, voiture, industrie, c'est peut-être automatiser plus, voilà, est-ce qu'on veut produire plus, automatiser plus, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, mais du coup derrière il y a besoin d'énergie pour faire fonctionner les machines, puisque quelque part on veut à travers ce réseau automatiser beaucoup de choses, générer beaucoup de calculs, donc forcément c'est aussi les usages qui sont derrière qui vont générer une consommation supplémentaire globale sur le territoire. Et donc voilà, du coup, pourquoi pas si on a besoin de réseaux sur un usage vraiment résilient, utile, en accord par rapport aux accords de Paris comme c'est mentionné par exemple ou autres. En tout cas par rapport à nos enjeux de demain. Nos enjeux de demain, c'est comment on fait avec moins d'eau, avec la sécheresse, comment on gère les crues, comment on gère le lien social, les problématiques d'accès à l'alimentation. Voilà, est-ce que toutes ces solutions permettront de régler ces soucis? Et tout ce qu'on veut faire en fait à travers la 5G dans l'industrie ou dans la mobilité, qui vont avoir vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est vraiment ça qui va être utile pour nous, qui va répondre à nos besoins, à nos enjeux de demain? Est-ce que ça vaut le coup de consommer toute cette énergie pour les bénéfices et les externalités positives que pourront apporter toutes ces innovations ou ces progrès, c'est la question aussi initiale, qu'il y a derrière ce support qui est la 5G. Merci. Question à répondre. Monsieur Crozier, si vous voulez, du coup. Oui. Alors, la question énergétique est une question absolument passionnante. Le premier coût d'exploitation d'un opérateur, c'est son énergie. Vous imaginez bien que la profitabilité de nos entreprises dans le secteur des télécoms dépend donc de notre capacité à réduire notre consommation électrique. Évidemment, dit comme ça, c'est un peu iconoclaste, mais enfin, c'est une réalité. Donc, moins nous consommons d'énergie, moins nous payons de factures aux producteurs d'énergie, plus nous générons de profit. Donc, vous imaginez bien que notre principale préoccupation, et dans tous les tests d'équipement qu'on fait, bien sûr, on a la performance technologique qui entre en jeu, mais on a aussi le coût d'exploitation. Et dans le coût d'exploitation, l'énergie est le premier coût d'exploitation. Donc, à choisir entre deux équipements, la question, évidemment, n'est pas de savoir si l'équipement coûte plus cher en investissement, mais la question est de savoir si l'équipement coûte plus cher sur sa durée de vie. Et dès lors qu'on a une consommation électrique qui est plus importante que prévu, plus importante que les spécificités annoncées, et bien effectivement, nous récusons le matériel et nous demandons des matériels moins gourmands pour des simples contraintes économiques. Donc, c'est assez frappant de voir que les opérateurs sont les premiers concernés pour des simples questions d'économie que de diminuer leur consommation énergétique. Ça, c'est le premier élément. Quand on a nos réflexions et quand on réfléchit sur ces questions d'énergie, on regarde en fait où sont les sources des dépenses énergétiques. Alors moi, je vais juste vous en identifier quelques-unes. La première, c'est que la multiplicité du maintien des technologies 2G, 3G, 4G, 5G est épouvantablement générateur de consommation d'énergie. Et là, c'est un choix de société qu'on fait. Doit-on supprimer la technologie 2G et donc de fait exclure des tas de gens? Ma mère, qui a un peu plus de 80 ans, utilise un téléphone 2G. Si demain on lui supprime la technologie 2G, elle se trouve exclue avec son petit téléphone dans lequel elle envoie des SMS et dans lequel elle a ça. Je vous rassure, elle sait aussi se servir d'un iPad qui lui est déjà en 4G. Mais son téléphone, il est en 2G. Peut-on se permettre d'arrêter la 2G, qui est pourtant la technologie la plus consommatrice en téléphonie mobile d'énergie? Donc ça, c'est la première question sur… ça, c'est le premier exemple d'énergie. Le deuxième exemple, c'est le consommateur. Le consommateur dépense une énergie absolument massive par la taille de son écran. Plus un écran est grand,
plus la consommation est forte. Vous savez très bien qu'un écran allumé est extrêmement consommateur d'énergie. Pour autant, vous avez une demande des consommateurs d'avoir des écrans de plus en plus grands. Et ce sont des écrans qui sont de plus en plus consommateurs d'énergie. Si vous voulez sauver votre batterie, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez le Wi-Fi sur votre terminal et surtout, vous baissez la luminosité de votre terminal. Donc, c'est un deuxième exemple de consommation d'énergie. Troisième exemple de consommation excessive d'énergie sur lequel on pourrait avoir une vraie réflexion. Mais là, de nouveau, idéologiquement, on ne veut pas toucher à la neutralité du net, sacralisée par des idéologues manipulés par les GAFA. On ne veut pas que les producteurs de contenu soient localisés au plus proche des consommateurs. Donc, nous passons notre temps sur la planète à tirer des câbles transatlantiques pour permettre le déversement des contenus des serveurs qui se trouvent aux États-Unis pour arriver en Europe. On n'en a pas parlé de la pollution des câbles, mais vous savez quand même qu'un câble sous-marin compose, y compris un câble en fibre optique. On est obligé de mettre une batterie tous les 80 km. Ces batteries sont régulièrement changées pour réamplifier le signal. Sinon, au bout de 80 km, le signal disparaît. Vous imaginez la pollution maritime. Y a-t-il la moindre loi internationale qui fait qu'une fois qu'un câble est obsolète, on le retire de la mer, on sort le matériel qui a servi à sa pose? Aucune loi internationale ne prévoit ces éléments-là. Pour autant, ces câbles consomment une énergie absolument folle. Il faut les alimenter et on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la question de l'énergie est un problème qui est global, qui est un problème de société, qui est un problème international sur lequel personne, en réalité, ne veut prendre le taureau par les cornes et dire l'économie numérique nécessite de localiser la production des contenus qui sont diffusés, d'avoir une vraie réflexion sur la multiplicité des technologies qu'on utilise. Faut-il en arrêter certaines? Faut-il les remplacer par d'autres? Faut-il donner un bon à des gens pour qu'ils puissent passer d'un téléphone 2G à un téléphone 3G, 4G et qu'en fait, finalement, on arrête la 2G pour faire des économies d'énergie? Ça, c'est le vrai débat. Et enfin, je vais juste vous donner un exemple, parce que moi, j'appartiens à un groupe qui est opérateur dans un certain nombre de pays. Et c'est assez frappant de voir trois cas de figure très différents dans son rapport à l'énergie. La France, tout à l'heure, Caroline le disait, plutôt une électricité décarbonée, donc un bilan carbone extrêmement faible. La Pologne, un pays dans lequel l'électricité est produite massivement avec le charbon, qui fait qu'à l'échelle du groupe, alors que ça ne représente que quelques pourcents de notre chiffre d'affaires, notre empreinte carbone produite, et c'est dans nos bilans, sociaux qui sont publiés, la Pologne, c'est 40% de notre empreinte carbone en raison de l'incapacité de se fournir en énergie propre en Pologne, et donc on a cette situation-là. Et pour avoir de la téléphonie qui fonctionne en Afrique, nous n'avons pas d'autre solution que simultanément à l'installation d'une antenne que de mettre des panneaux solaires qui permettent aux gens en même temps de brancher leur recharge pour qu'ils puissent téléphoner. Donc, vous voyez trois rapports à l'énergie qui sont très différents, mais qui viennent alimenter les débats que j'ai évoqués précédemment sur où sont les sources d'énergie que nous avons, où sont les sources de consommation d'énergie que nous avons. Merci. Je pourrais ajouter aussi un petit point, juste une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Sur ce qu'on parle de conso énergétique, qui peut vous intéresser individuellement, c'est qu'un des points aussi les plus consommateurs par rapport au réseau, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc, c'est du coup les dernières lignes qui arrivent jusqu'à votre domicile et vos équipements box ou Livebox, qui sont qui sont des éléments, des équipements qui font partie du réseau, même si elle est chez vous. Et donc, du coup, si vous voulez aussi diminuer votre consommation d'énergie, n'hésitez pas du coup à éteindre votre box la nuit ou quand vous partez en vacances. Quand je dis éteindre, c'est vraiment on-off ou avec une multiprise, pas juste éteindre le Wi-Fi. Et on recommande aussi de réfléchir sur, par exemple, sur des habitations collectives
des immeubles, de voir comment on peut aussi optimiser, partager, capitaliser, mutualiser ces éléments réseau que sont les box, comme c'est le cas dans les entreprises, pour aussi du coup avoir moins d'équipements de ce type-là et du coup optimiser aussi la consommation énergétique. Voilà, fin de la parenthèse. Merci. Il y avait effectivement une question sur les énergies renouvelables. J'ai vu que vous avez répondu, Madame Sun, directement dans le chat. Effectivement, je ne sais pas si vous souhaitiez rebondir ou comme vous y aviez déjà répondu. Du coup, oui, après, de toute façon, c'est en fonction des pays. Hein. C'est-à-dire qu'il on parlait international tout à l'heure. Donc, dans les pays qui ont du soleil, voilà, qui peuvent rentabiliser, c'est des choses à développer, surtout s'il faut compenser leur production charbon, au charbon. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles ils doivent aller. Nous, on n'est pas forcément très très rentable par rapport à ça. Et donc il faut vraiment voilà, l'utiliser de manière pareil, efficace, dans le sens où du coup, ce que je mettais du coup dans le chat, c'est que le photovoltaïque comme l'éolien nécessite des métaux. C'est un rare métaux commun, on en a parlé du coup tout à l'heure. Donc il faut, c'est pareil, du coup, l'utiliser à bon escient. Voilà, ils ont un impact environnemental. Une des énergies les moins impactantes d'un point de vue environnemental, c'est les barrages. Donc on ne peut pas en faire des milliers. On a quasiment fait voilà, ce qu'on pouvait faire en France. Il y a peut-être encore quelques opportunités. En tout cas, des gros. Après, il y a peut-être des mécanismes avec des plus petits. On a pas mal en France, enfin, aussi d'ailleurs dans le monde, et ça pose souvent des soucis géopolitiques parce que voilà, le pays qui le fait en amont empêche au pays en aval d'avoir la quantité d'eau qu'il avait. Mais voilà, donc c'est tout un débat, ces problématiques de consommation énergétique. On n'a pas d'énergie verte de remplacement, donc effectivement, il faut optimiser celles qui sont vraiment très carbonées avec autre chose. Et de toute façon, une des meilleures solutions, ce sera d'optimiser nos consommations énergétiques et essayer de les réduire et d'être efficient et efficace sur cette consommation-là. merci. Oui. Oui. Question énergétique, encore tout un autre débat, effectivement. On avait une question d'Edouard. Tu voulais la poser à l'oral, Edouard? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Oui, Madame Son, vous avez parlé du concept d'éco-conception des services numériques. Je ne sais pas si c'est intéressant de revenir là-dessus, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, si vous pouviez un peu détailler à ce sujet, s'il vous plaît. D'accord. Donc, voilà. Rapidement, vous connaissez sûrement du coup l'éco-conception matérielle. Donc, on essaie plutôt de réfléchir en amont dès le design de l'objet pour pouvoir s'assurer que finalement l'objet ou voilà, le vêtement, voilà, ou l'objet ou l'équipement technique va pouvoir être réparable. D'un modèle à l'autre, on va pouvoir réutiliser des choses qui correspondent à des anciens modèles et surtout aussi travailler sur, donc du coup, sur sa longévité et sur, quand il arrive en fin de vie, sur sa recyclabilité, parce que finalement, la plupart des équipements, de manière générale, hein, seulement numériques, ont du mal à être recyclables parce que en fait, toutes les matières sont mélangées et que pour avoir une recyclabilité efficace et pas trop économiquement viable, il faut vraiment que les matières soient séparées. Donc, il y a vraiment tout à penser dès l'amont pour penser aussi à la fin de vie. Et sur la partie éco-conception, du coup, partie logicielle, hein, donc des services numériques. Donc, c'est à la fois votre site internet, votre application mobile, votre logiciel, faire en sorte finalement de mettre ce qui est nécessaire et suffisant, ne pas forcément tout pousser, ne pas avoir tout un panel de carousels, de vidéos, de cartes qui fait appel à beaucoup de données au moment où vous allez vous connecter sur ces premières pages et qui font, vous pouvez faire l'essai avec votre téléphone mobile. Si vous choisissez le réseau de G, vous verrez les applications qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent plus. Celles qui ne fonctionnent plus, c'est celles qui sont moins éco-conçues. Moi, je me mets toujours en maximum 3G, en 2-3G, et je peux tout faire en 2-3G. Mais voilà, ça permet en tout cas d'identifier les problématiques. Si vous regardez, ce n'est pas forcément des bons exemples, mais il y a certains moteurs de recherche voilà, qui sont très simples, voilà, avec juste une barre de recherche. Et puis d'autres où on a plein de pubs, hein, les actualités du jour,
les informations, donc c'est très, très dense. Donc, vous avez du mal à y accéder en fonction de vos accès techniques, aussi en termes de surcharge cognitive. Voilà, moins vous en avez, plus du coup c'est efficace et moins fatigant pour tout le monde. On est tous handicapés face à un écran numérique, on est tous fatigués de beaucoup d'informations et d'images. Donc, vous gagnez aussi des clients à avoir quelque chose de simple, de sobre, d'efficace, de rapide aussi en termes de parcours, et qui vous aide du coup à vraiment vous focaliser sur ce que vous cherchez. Et donc derrière, voilà, vous gagnez vraiment en bande passante, vous gagnez en gestion des handicaps, voilà, soit ponctuels ou récurrents, et vous avez voilà, moins de bande passante, plus de monde, et derrière, moins d'équipement nécessaire aussi sur l'ensemble de la chaîne. D'accord. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'un peu illusoire? Est-ce que en tant que membre de l'association Greenit, vous militez pour maximiser l'éco-conception et limiter l'apparition de contenu, comme vous parliez, sur des pages de recherche ou des choses de ce style? Est-ce que les opérateurs, installateurs et toute l'industrie qui travaille pour la mise en place de la 5G est assez sensible à cette question? Après, c'est des structures différentes. Les opérateurs, leur job, c'est de pouvoir répondre aux besoins voilà, qui a été émis, en particulier par l'État ou des entreprises, de déployer les attentes par rapport aux attentes, le support nécessaire. Après, derrière, c'est toutes les entreprises, l'État a des sites, chaque entreprise a des sites, chaque collectivité, ou par exemple, ceux qui produisent, ne serait-ce que pour les OS, si on part constructeur, les OS, on pourrait du coup avoir des OS dont les 87% des fonctionnalités ne sont pas utilisées. On pourrait avoir du coup des OS plus simples, plus light, et choisir d'installer telle ou telle fonctionnalité, choisir de ne pas les installer. Donc on promeut effectivement cette différenciation des versions correctives et de sécurité qui vont être vraiment souvent obligatoires, versus des versions qui apportent des nouvelles fonctionnalités auxquelles on ne va pas forcément s'intéresser, et qui permet aussi du coup d'éviter le côté obésiciel, ce qu'on appelle un peu l'obsolescence par le logiciel. On voit bien qu'il y a plein de nos téléphones, on l'a tous vécu, nos téléphones ou nos PC, qui finalement saturent parce que l'OS prend plus de place, parce qu'il y a pas mal d'applications, mais chaque application que vous avez installée, elle finit par grossir à chaque mise à jour. Donc, on finit par plus avoir de place, pas par rapport à nos propres données, mais par rapport au fonctionnement nécessaire au logiciel. Donc, effectivement, si on arrive aussi à distinguer ça et repartir sur, si on parle de logiciel ou OS, sur un socle de base nécessaire et suffisant, voilà, donc c'est complètement indépendant voilà, des supports réseau, que ce soit 4, 5G ou fibre ADSL, parce que c'est transverse à tous les modes d'infrastructure réseau, finalement, cette problématique, ou le fait de pouvoir optimiser voilà, les données qu'on stocke, qu'on transmet et qu'on utilise. Les données et puis le processus derrière d'utilisation des parcours clients. Merci beaucoup, Mme Hanson. On se rapproche déjà de la fin. Donc, si vous avez une dernière question, je m'adresse aux participants. Manifestez-vous dans le chat. Sinon, je crois que tu avais une question peut-être pour Monsieur Crozier. Exactement, oui, j'avais une question en fait par rapport à la Convention citoyenne pour le climat qui a été mise en place donc, par Emmanuel Macron. Le gouvernement, donc, comme Corto l'a souligné en introduction, souhaite accélérer donc, la mise en place de la 5G en France. Pourtant, la Convention citoyenne pour le climat a recommandé un moratoire au gouvernement sur les questions de 5G, comme beaucoup de parlementaires majoritairement de gauche. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour le gouvernement de respecter justement cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat? Et est-ce que ça s'apparenterait pas à un déni de démocratie selon vous si ils continuent dans ce processus-là alors qu'ils avaient affirmé qu'ils respecteraient les décisions de la Convention citoyenne? Je vous remercie. La question qui est posée, c'est en fait le débat de la pédagogie et de l'éducation collective. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la question de la 5G, ce n'est pas une question franco-française.
La question de la 5G, c'est une question internationale dans laquelle j'ai donné en préambule les enjeux d'une lutte technologique qui est une lutte à mort pour la domination d'une filière technologique entre les États-Unis et la Chine. La question de la maîtrise de cette filière et en tous les cas de cette filière qui va jusqu'à savoir comment les industries qui en dépendent puissent fonctionner avec cette technologie, c'est un enjeu pour notre pays. Doit-on accepter finalement de renoncer à notre compétitivité internationale? Doit-on renoncer à sacrifier une filière industrielle? Doit-on renoncer à des milliers et des dizaines de milliers d'emplois parce que notre pays voudrait faire exception à la course malheureusement technologique? N'avons-nous plutôt pas intérêt à participer à cette course tout en mettant les moyens de participer dans tous les organismes internationaux à la promotion de la frugalité numérique dont nous avons tous besoin? Je crois que le débat, il est là. On a un régulateur qui assassine l'emploi, tous les jours, parce que malgré le fait que la loi sur les télécommunications prévoit explicitement la protection de l'emploi, on préfère attribuer des licences 5G sans donner de garantie, sans donner d'obligation aux opérateurs et à toute la chaîne économique de créer des emplois. Et donc, notre organisation syndicale a porté la question devant le Conseil d'État en disant « Vous ne respectez pas les règles qui sont données par la loi, qui sont de favoriser l'emploi ». Donc, ce sujet est aussi un élément clé. On peut faire la décision. La question, c'est faut-il opposer le consommateur, le citoyen et le travailleur? C'est des vraies questions et des vrais débats. La question qui n'a pas été posée par les industriels, la question qui n'a pas été débattue, c'est que se passerait-il si on décide de ne pas développer la 5G? Où seront les centres de recherche qui voudront exploiter la 5G? Et donc, ça, c'est des questions qui ne sont pas mises sur la table. Donc, quand on pose les questions et quand on débat avec les citoyens dans les conventions, on s'aperçoit qu'en réalité, les processus de dialogue sont faits sur une connaissance partielle de la situation et des conséquences. Donc, parler de démocratie alors que notre pays ne fournit pas une éducation collective dans le domaine des technologies qui est suffisante à nos concitoyens est quand même interpellant. Tout à l'heure, on parlait de réduire notre consommation énergétique. Combien de personnes autour de cette conférence réalisent le coût absolument effroyable d'énergie que nous dépensons à être tous connectés les uns les autres à nous parler? C'est un coût énergétique absolument considérable qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années. Combien d'entre nous éteignent leur Livebox le soir avant de se coucher parce qu'ils n'en ont plus besoin? Combien de personnes, ne serait-ce que programment leur Livebox pour qu'elle ne soit pas émettrice, le cas échéant, de Wi-Fi dont on n'a globalement pas besoin entre minuit et 6 heures du matin et que les équipements un peu vitaux de type alarme restent branchés, le cas échéant, par des fils? On s'aperçoit qu'en réalité, nos concitoyens, nous-mêmes, avons un niveau de connaissance technologique qui est largement insuffisant pour appréhender les enjeux, un niveau de connaissance économique qui est largement insuffisant, et ensuite on demande à ces mêmes citoyens de prendre des dispositions ou des indications sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a un grand débat qui doit s'ouvrir, qui est la question de l'éducation et de la formation collective. La formation collective, c'est maîtriser un minimum les technologies pour en comprendre les enjeux, maîtriser les logiques économiques et les logiques de guerre économique mondiale dans lesquelles on est, de maîtriser les problématiques environnementales pour que collectivement, on puisse adopter les bons comportements. Et après, on pourra avoir des résultats de ces débats qui seront appropriés. Quand moi, j'ai discuté avec ceux qui ont organisé la Convention citoyenne pour le climat, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est que quand ils discutent avec les participants, le niveau
d'éducation que notre système leur a fourni pour appréhender ces sujets-là est extrêmement faible. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous devons monter le niveau d'éducation collective pour que les gens puissent avoir une maîtrise complète des sujets et des enjeux sur lesquels ils se prononcent. Par ailleurs, notre système démocratique permet de changer nos gouvernants. Donc, à ce titre-là, il n'y a pas de déni de démocratie. Nous avons choisi un système démocratique qui fait que nous avons des gouvernants. Nous supposons que ces gouvernants sont éclairés. On peut en changer tous les 5 ans, ce qui est un rythme qui est quand même, somme toute, très confortable. Et donc, à ce titre-là, toutes les opinions peuvent s'exprimer. Et quand nos gouvernants nous proposent un programme qui n'est pas satisfaisant, on a la liberté de ne pas les reconduire. Donc, je crois qu'il n'y a ni déni de démocratie, mais par contre, il n'y a pas de déni de démocratie, mais par contre, il y a un manque absolument flagrant d'investissement sur l'éducation technique, sur l'éducation économique, sur l'éducation environnementale, pour que nos concitoyens appréhendent et soient en synchronisation de leurs demandes et de leurs comportements. Il est quand même assez frappant de voir que ceux qui demandent la réduction de la consommation du numérique sont les mêmes qui demandent la neutralité du net. Et donc là, il y a quand même une contradiction. La neutralité du net est le plus grand consommateur d'énergie. Et pourtant, ce sont les mêmes qui réclament ça. Donc, vous voyez bien le paradoxe, vous voyez bien les paradoxes auxquels on est confronté. Donc, je crois que oui, il y a de gros efforts à faire pour informer les populations, pour les éduquer, pour continuer à les éduquer, pour les former, parce que les technologies évoluent extrêmement rapidement. Ça nécessite sans doute tout au long de sa vie, de sa carrière professionnelle, d'être formé et de continuer à former. Et je crois que c'est le vrai enjeu du XXIe siècle. Si l'éducation progresse moins vite que la technologie, nous retomberons dans les croyances. Et c'est toute la vertu de l'école de Jules Ferry, c'est d'avoir organisé un système éducatif qui allait plus vite que le progrès. Et donc, nous avons fait reculer les croyances. Et nous devons retrouver une éducation, un système éducatif qui nous amène à aller plus vite dans l'accumulation des connaissances individuelles que le progrès. Et dès lors, nous ferons régresser les croyances et nous pourrons rediscuter de façon dépassionnée des sujets avec chacun ayant des connaissances suffisantes pour appréhender les sujets. Merci beaucoup pour cette réponse très, très éclairante. Merci. Madame Son. J'avais une question rapidement pour rebondir au propos de Monsieur Crozier. Merci. Je voulais simplement savoir si ce n'était pas aussi le rôle des opérateurs et installateurs comme vous qui travaillez chez Orange de démocratiser justement ces usages et ces basses consommations, parce que typiquement, si on m'a installé dernièrement une box Wi-Fi, j'ignorais totalement tout ce que vous racontez par rapport à la possibilité de faire des économies de consommation, et peut-être c'est un peu problématique, et je pense que c'est avant tout aux personnes qu'on voit en direct de transmettre le message autre que l'État ou bien l'école ou des organes un peu plus larges et générales. Mais comme je l'ai dit, l'éducation n'est pas le monopole de notre éducation nationale. C'est un système de formation et de formation professionnelle. Alors évidemment, je pourrais continuer à être iconoclaste et vous dire que face à ce fossé qui est en train de se creuser entre les citoyens et la technologie, notre organisation syndicale, qui au demeurant est la première organisation syndicale d'Orange, a décidé au début de l'année, alors vous allez me dire au début de l'année, quelle idée saugrenue en plein coronavirus. Nous ne savions pas que ça allait se produire, mais on a décidé de créer un organisme de formation, donc qui est une filiale à 100% et qui a le statut d'organisme de formation et dont la seule préoccupation est la formation au numérique. Et dedans, en fait, nous avons 2 grandes lignes directrices. Une ligne qui est l'inclusion numérique, parce que nous nous rendons compte que nos concitoyens, à commencer par les salariés, y compris les salariés de notre propre maison, ont une maîtrise insuffisante du numérique. Et donc, à ce titre-là, se trouvent en situation d'exclusion numérique, alors d'exclusion partielle, totale, et sur les sujets que vous venez d'évoquer notamment, c'est-à-dire comment réduire sa consommation et finalement augmenter son pouvoir d'achat, parce que si vous consommez moins d'énergie, vous augmenterez votre pouvoir d'achat. Et un deuxième axe qui est numérique et environnement.
Car la question de l'opérateur que nous sommes, elle n'est plus aujourd'hui telle qu'on l'entend dans les débats de certains conseils d'administration. Elle n'est plus de savoir comment les entreprises doivent diminuer leur empreinte environnementale par les actions qu'elles conduisent. Mais la question qui est posée, et la question qui est posée à un opérateur comme Orange, c'est de savoir comment ces produits vont permettre aux autres acteurs, que ce soit aux citoyens, que ce soit aux entreprises auxquelles nous vendons au travers d'Orange Business Services, des solutions qui leur permettent de diminuer leur empreinte environnementale. Et l'ensemble des entreprises marchandes doivent désormais ne plus simplement être dans la réduction de leur empreinte environnementale, mais dans la production de produits, ce qui rejoint la question d'éco-conception, mais aussi d'éco-exploitation, doivent désormais se préoccuper de fabriquer des produits dont la finalité est de réduire l'empreinte environnementale des gens qui les utilisent. Merci beaucoup, Monsieur Crozier. Madame Son, est-ce que vous aviez un petit mot pour la fin en réaction à ça? J'ai vu également que vous aviez laissé un commentaire dans le chat, un petit mot pour conclure peut-être. Oui, après, on parlait de la prise en charge ou de la responsabilité utilisateur. Voilà, c'est qu'une partie de la problématique. Tout n'est pas chez l'utilisateur, c'est aussi finalement ce qu'on va faire du fait qu'on va pouvoir avoir plus de bandes passantes, etc. Donc, c'est les différentes plateformes de services qui sont pas en France, qui vont pouvoir proposer plus de choses. Nous, les consommer. Les industriels, qui pourraient imaginer des objets, des utilisations. Mais voilà, si on veut automatiser ces choses, c'est pour les vendre, et donc c'est pour consommer, surconsommer. Donc voilà, il y a cette problématique-là où en fait les consommateurs sont aussi poussés à utiliser des nouvelles technos qui sont consommatrices d'énergie, comme la voiture électrique, par exemple. Voilà, on a quand même de plus en plus d'objets technologiques ou numériques qui utilisent. Donc on a ce côté effet rebond, que ce soit par rapport à l'utilisation. Si on a plus de bande passante ou de facilité à se connecter sur Internet, on se connectera encore plus, même quand on est en dehors de chez soi, et où on fera plus de choses chez soi à distance pour éviter de se lever. Donc voilà, il y a aussi ce problème après derrière d'effets rebonds sur notre un peu isolement social, sur notre consommation avec plus d'objets. Voilà, on est un peu dans une course à la technologie, au progrès. On ne sait pas quel type de progrès. Il faut le qualifier entre ce qui nous fait un peu kiffer sur des nouvelles technos, des choses qui pourraient nous faciliter la vie, mais qui ne sont peut-être pas essentielles, et arriver à faire la part des choses. Mais bon, ça va être un peu compliqué quand on donne un petit peu l'autoroute pour les industries, de les canaliser, puisque leur objectif, c'est de pouvoir faire du chiffre et de pouvoir vendre. Mais voilà, donc toute la question, c'est quels sont les usages, et on a un peu du mal à visualiser en fait encore les utilisations essentielles, et qui ne sont pas qui peuvent être localisées par rapport à la R&D, et ce qu'on en a vraiment besoin globalement. Et puis quelque part, c'est bien se questionner par rapport à ces sujets, et s'assurer qu'on ne part pas dans trop d'innovation technologique, et qui va nous submerger, et qui ne répondront pas à nos enjeux de demain. Madame Son, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, Monsieur Crozier. Tom, je te laisse le petit mot de la fin. Oui, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, et à tous les participants d'être venus aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez qu'on continue un débat comme ceci, nous, on va vous envoyer un lien à tous les participants pour un Zoom jeudi en fonction par rapport aux arguments qu'on a écoutés, pour se faire un avis sur le sujet, et qu'on puisse du coup avoir une opinion de citoyen éclairée. J'en profite aussi pour annoncer qu'on va recevoir Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve après les vacances le 10 novembre, pour parler de la gestion de crise au sommet de l'État, donc 5 ans après les terribles attentats de novembre 2015. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux ce jour-là, et on fera aussi un cycle de conférences après les vacances sur les États-Unis par rapport aux élections américaines. Donc, on abordera notamment la diplomatie Donald Trump et le retour de terrain après les élections.
Donc, je vous remercie encore une fois, Monsieur Crozier, Madame Son, et j'espère que vous avez apprécié le débat avec nous. Et j'espère que les participants aussi ont pu en tirer des conclusions intéressantes sur un sujet qui est très technique, très compliqué, mais qui constitue beaucoup de débats, surtout en ce moment. Donc, j'espère que voilà, on aura tous plus d'éléments pour pouvoir avoir un avis éclairé par la suite. Je vous remercie infiniment. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.